physico-chimie de molécules d'intérêt biologique. J'appelle également Laurent Meyer qui a fondé la start-up Manrose Therapeutics. Et enfin Philippe Potin qui est directeur de recherche CNRS en biologie marine. Anne Jean-Blanc, enfin journaliste au Point. Et je vous donne le micro, Anne. Merci, bonjour. Alors, la mer, on n'était pas tout à fait d'accord sur les chiffres. J'ai pas posé mon sac, excusez-moi, ça fait quand même un peu touriste qui vient de passer. Mais il y aurait eu au moins 25 000 nouvelles molécules. Alors, découverte, le mot découverte, c'est isolé, c'est pas identifié. Enfin bon, c'est un petit peu complexe parce que elles sont pas toutes caractérisées du point de vue chimique, mais en tout cas des substances nouvelles qui ont été découvertes. Il y a déjà 6 médicaments qui sont issus des produits de la mer. Le premier, le plus ancien et qui a été le plus connu parce qu'on avait beaucoup parlé, c'était l'AZT qui a été le premier traitement contre le sida, qui était tiré du sperme de hareng, si j'ai bonne mémoire. Il y a à peu près 30 molécules qui actuellement sont en essai, soit précliniques, soit cliniques, c'est-à-dire soit juste avant de passer à la phase humaine, soit en expérimentation humaine. Donc voilà, la recherche est foisonnante. Nos chercheurs ont la chance de travailler sur des éponges des Caraïbes, sur des huîtres, sur des coraux et même sur des bactéries des profondeurs qu'on n'imagine pas toujours. Enfin bref, c'est un océan de nouvelles molécules qu'ils sont en train de trouver pour nous. En tout cas, on le souhaite pour nous et pour notre santé. Donc je vais commencer avec ce qu'on connaît finalement le plus de la mer parce qu'on en voit beaucoup. Enfin, en dehors des poissons, c'est les algues. Avec vous, Philippe Potin, est-ce qu'on peut avoir un micro pour... Oui, ça serait mieux. Il y a des gens qui arrivent, donc on attend une minute, oui. Ah oui, parce que l'entrée était... Oui, pardon. Donc j'étais juste en train de dire que la mer est une ressource formidable de nouvelles molécules pour la nutrition, et pas seulement les poissons, et pour la santé aussi. Voilà. Ah ben c'est bien, voilà, oui. On a fait le plein. Et oui, c'est formidable. On ne savait pas que vous attendiez dehors. Oui. On vient juste de commencer, vous n'avez quasiment rien raté à part la présentation de nos invités. À part la présentation de nos invités, bon, on va le refaire au fur et à mesure. Donc voilà. On va commencer avec vous, Philippe Potin. Donc vous travaillez beaucoup sur les algues. Et les algues, alors on va commencer, donc vous êtes à Roscoff, hein. Et les algues au niveau de nutrition déjà, est-ce que dans nos pays on n'en mange pas tellement, mais c'est quand même un vrai produit de qualité, l'algue, au niveau de la nutrition? Oui, et si on remonte même à des temps archéologiques, donc on date maintenant de plus de 15 000 ans. En fait, la première trace d'utilisation des algues, alors c'est très, très difficile de conserver des fossiles d'algues qui sont des organismes mous. Mais donc dans un site au Chili, on a retrouvé effectivement des restes d'algues, donc qui sont toujours des algues bien sûr qu'on peut trouver au Chili et qui sont toujours consommées au Chili, notamment une algue brune qu'on appelle en chilien le cochayoyo, dans lequel on a retrouvé des traces dedans, donc ce qui attestait effectivement que cette algue était consommée. Alors, est-ce que c'était effectivement des utilisations alimentaires ou déjà des utilisations médicinales, ou les deux? Les archéologues, effectivement, ont établi un certain nombre de théories sur lesquelles, effectivement, les algues, qui sont là consommées à des temps où on n'a pas encore domestiqué beaucoup de plantes terrestres, donc pouvaient être effectivement des sources de végétaux importants et apporter énormément de choses. Et on pense qu'une partie de la colonisation, par exemple, de l'Amérique a été permise par justement l'existence de forêts d'algues qui étaient à la fois source de consommation et puis bien sûr qui hébergeait toute une faune importante pour la survie de ces populations. Donc c'est très très ancien, et si on remonte effectivement en Chine, on a des textes très très anciens effectivement qui attestent de l'utilisation des algues. On a la pharmacopée chinoise qui atteste aussi de l'utilisation médicinale des algues. Et donc quelque part on peut considérer que c'est aujourd'hui l'image qu'on en a, ce sont des aliments santé, avec une composition là, qui peut être très très variable, effectivement, suivant l'algue auquel on a affaire, puisqu'on va distinguer les algues microscopiques qui sont constituées donc d'une seule cellule et qui vont proliférer, notamment, par exemple, dans le plancton marin ou même dans des lacs, et constituer des biomasses considérables, mais de cellules uniques, donc avec des propriétés là aussi uniques, et puis des grandes algues qui est constitué de plusieurs cellules, voire de milliards de cellules, et qui donc peuvent atteindre des tailles considérables, jusqu'à 30 ou 50 mètres de long pour les géants que sont les algues brunes Macrocystis. Donc en fait, c'est vraiment une diversité donc très, très large, avec une composition
nutritives qui, certes, apportent des protéines végétales, et pour certaines, de manière très, très significative. Je vais sans doute citer peut-être l'exemple que tout le monde a en tête aujourd'hui et des espoirs qui sont fondés sur le fait de consommer la spiruline. Mais oui. Alors qui, en fait, qu'on appelait autrefois, classiquement en botanique, les algues bleues. En fait, c'était une petite entorse en fait à la classification des algues, mais qui montre bien toute l'importance qu'ont ces algues bleues. Les algues bleues, en fait, sans elles et sans leur apparition, il y a plus de 3,5 milliards d'années en fait sur la Terre, il n'y aurait pas de photosynthèse sur Terre. Donc il n'y aurait pas d'oxygène sur Terre, en tout cas pas d'oxygène respirable comme on peut l'avoir aujourd'hui. On n'aurait pas tous les végétaux, que ce soit des végétaux bien sûr terrestres ou les végétaux marins qu'on a aujourd'hui, y compris bien sûr les unicellulaires. Et donc la particularité de la spiruline qui a été découverte en fait dans le lac Tchad en particulier, parce que il y avait une utilisation traditionnelle de maths en fait qui au moment où le lac s'assèche en fait, utilisation traditionnelle par les populations effectivement qui étaient avec en période sèche avec beaucoup de carences nutritives qui se tournaient vers cette matière qui en fait s'est révélée être une source phénoménale de protéines. Donc il y a plus de 60% de la matière sèche des spirulines qui est constituée de protéines. Et d'autre part, ces protéines, elles ont aussi des propriétés, notamment des propriétés antioxydantes, qui sont très très bénéfiques en fait pour prévenir le vieillissement des cellules et qui attestent vraiment de l'intérêt de consommer ces spirulines. Aujourd'hui, il y a des recherches de plus en plus poussées, y compris des recherches cliniques à l'Institut Gustave Roussy, pour comprendre effectivement comment on peut se servir de la spiruline pour complémenter des régimes, notamment pour des personnes qui suivent des chimiothérapies, pour donc continuer à stimuler le système immunitaire, justement dans des conditions où on traite des cancers. Alors merci pour cette présentation globale sur les algues et nutrition. Il y a quelques travaux spécifiques, puisque là on est quand même plutôt dans médecine, santé. Vous travaillez notamment, il y a des travaux sur les algues et le microbiote. Alors le microbiote, on en parle tout le temps, c'est notre deuxième cerveau, c'est le contenu de nos intestins, c'est les bactéries intestinales auxquelles on découvre un rôle sans cesse plus important. Algues et microbiote, vous nous dites quoi, Monsieur Potin ? Eh bien, en fait, dans la composition des algues, effectivement, pour notamment les grandes algues, en fait, elles sont relativement moins riches en protéines que les spirulines. Par contre, elles sont très très riches en fibres. Et puis la moitié, en fait, du poids sec d'une algue, c'est constitué de fibres. Alors, des fibres végétales qui ne sont pas forcément aussi digestes que des fibres provenant directement de céréales, mais qui en fait ont un certain nombre de propriétés sur notre flore intestinale, ce qu'on appelle aujourd'hui le microbiote intestinal, qui fait l'objet de beaucoup de médiatisation et dont on a compris maintenant, je crois que tout le monde a compris l'importance qu'a cette flore intestinale pour moduler énormément de fonctions de notre corps, y compris jusqu'à influencer notre cerveau et bien sûr être à la base de nos défenses immunitaires et peut-être contribuer à plus de 50% de nos défenses immunitaires. Donc l'apport des algues, effectivement, à travers ces fibres et la manière dont elles vont moduler notre flore intestinale vers des bactéries qui sont plutôt favorables à des mécanismes qui vont protéger plutôt que des mécanismes qui vont être aller vers des maladies, est aujourd'hui bien reconnu. Il y a même des histoires qui ont pu être tracées à travers aussi les populations qui consomment beaucoup plus d'algues, notamment les populations japonaises, dont on a vu aussi une évolution de leur microbiote, c'est-à-dire leur microbiote a acquis la capacité de mieux digérer des fibres d'algues, et ce qui n'est pas le cas de populations occidentales qui, dans leur régime alimentaire, ont moins d'algues. Donc il y a un potentiel, effectivement, avec ces macroalgues qu'on consomme un petit peu plus aujourd'hui avec l'émergence de l'influence de la cuisine japonaise, notamment dans les pays occidentaux, mais également des nouvelles formes d'incorporation des algues dans nos régimes alimentaires. Il y a un autre mot-clé de l'alimentation actuellement, c'est les oméga-3, ces fameux oméga-3, les acides gras de poisson. On en trouve pas mal dans les algues aussi, et manifestement, j'ai vu des travaux et sur les maladies cardiovasculaires et sur le développement des cerveaux des bébés. Alors des algues dans les biberons Des algues dans les biberons, en tout cas des extraits effectivement d'acides gras qu'on appelle oméga 3,
des parties des graisses, des lipides, qui sont effectivement très très riches dans certains micro-organismes marins, qui peuvent être des algues, mais qui peuvent être aussi des cellules qui ne font plus de photosynthèse. Donc il y a toute une histoire évolutive qui fait qu'on assimile ça à des algues, mais ce n'est pas tout à fait des algues, mais peu importe, puisque c'est effectivement des teneurs très très importantes, notamment dans des acides gras à très longue chaîne, que les plantes terrestres ne sont plus capables de synthétiser. Donc elles ont perdu cette capacité au cours de l'évolution. Donc ce n'est pas avec des huiles végétales terrestres qu'on peut apporter ces acides gras. Donc on a traditionnellement trouvé des sources en fait, de ces acides gras dans les produits marins, en particulier dans la fameuse huile de foie de morue. Mais en fait, si les morues sont riches dans ces formes d'acides gras dans leur huile, c'est parce qu'elles consomment en fait des proies dans le plancton marin qui elles-mêmes ont consommé énormément d'algues, de microalgues qui effectivement étaient riches dans ces acides gras. Donc on a une accumulation effectivement dans la chaîne alimentaire mais qui aujourd'hui effectivement nous amène à nous poser la question pourquoi aller prélever dans des niveaux de la chaîne alimentaire très très haut ces acides gras en oméga 3 si on peut les produire aujourd'hui par des cultures de ces microalgues. La dernière question en quelques mots, c'est algues et cancer. Il y a aussi quelques travaux. Oui, je pense qu'il y a actuellement de gros enjeux. Il y a algues et cancer, je dirais, on a été assez déçus par les algues au départ, par le fait qu'il n'y a pas de molécules toxiques dans les algues, donc consommées à part bien sûr dans certaines microalgues qui produisent des toxines dans le plancton. Quand on a recherché les molécules anticancéreuses, ce sont de petites molécules, on n'en a pas trouvé dans les algues. Par contre, on a trouvé d'autres propriétés, bien sûr, de ces molécules. Et pour parler d'un autre enjeu en santé qui serait les antibiotiques, il y a pas mal d'alternatives aux antibiotiques qui peuvent revenir effectivement de solutions qu'on a pu découvrir récemment dans les algues. Mais pour venir au cancer, c'est donc par d'autres mécanismes en fait, que les algues peuvent apporter des cancers. Et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure avec Sylvia Colliac, qui parlera des chaînes de sucre en général, donc on peut trouver dans des organismes marins, et dont les algues, bien sûr, sont très riches, et qui ont montré des propriétés vraiment très intéressantes dans certaines formes de lutte contre le cancer, en particulier pour prévenir, par exemple, la vascularisation des tumeurs. Alors, le cancer, on va en parler avec mon voisin de droite. Je peux avoir le micro, s'il vous plaît? On ne peut pas avoir un deuxième micro, merci. Avec mon voisin de droite. Parce que vous, donc, vous êtes à Toulouse, vous êtes le régional Absolument, du jour. Oui, le régional de l'étape. Et donc, vous avez trouvé des super pouvoirs dans une éponge des Caraïbes. Alors, éponge des Caraïbes, ça fait rêver. Racontez-nous un petit peu là, votre molécule. Absolument. Un des thèmes de recherche de l'équipe que j'anime est d'explorer en fait, le potentiel pharmacologique de lipides marins, c'est-à-dire, on va parler d'oligosaccharides tout à l'heure, on a déjà parlé de lipides, donc nous on s'intéresse aux lipides marins qui sont produits par des éponges qui viennent de mer, évidemment, qui font rêver. Donc en particulier, un des derniers développements, et probablement le plus prometteur, donc s'intéresse à une famille je vais employer un gros mot chimique, de lipides que l'on dit acétyléniques. Alors ça se réfère à un tout petit fragment de la molécule, qui est un motif que l'on baptise, nous chimistes, acétylénique. C'est une immense famille de molécules, donc des lipides, ce qui peut paraître un peu paradoxal pour des organismes comme les éponges qui finalement poussent dans l'eau. C'est très vraisemblablement pour que ces molécules restent finalement collées aux éponges, et on leur attribue une origine on va dire de défense pour ces organismes. Donc en fait, c'est une très vaste famille de molécules, ces lipides acétyléniques. Plus de 100 molécules avaient été isolées. Quand on est arrivé dans le domaine, en fait, il y avait donc cette constellation de produits naturels isolés auxquels avait été associée toute une série d'activités biologiques, mais sans qu'il y ait réellement de corrélation entre la structure fine de ces molécules naturelles et leurs propriétés biologiques. Et donc, en tant que chimiste, organicien, c'est-à-dire chimiste qui étudie les molécules de la vie, on s'est fixé comme objectif d'essayer d'explorer de manière systématique l'influence de la structure fine de ces lipides acétyléniques avec leur activité biologique, et en particulier pour mieux comprendre et tenter de développer le potentiel donc anticancéreux de ces molécules. Donc on s'est intéressé à une molécule en particulier qu'on a choisie comme une forme de stéréotype, et puis intellectuellement, cette molécule, on l'a coupée en petits morceaux et on a fait varier. C'est pas l'éponge que vous coupez en petits morceaux? Non, nous, c'est les molécules.
Et c'est intellectuel. Donc, quelque part, on a un peu rivalisé avec le créateur, hein, on se plaît à dire ça, le chimiste de synthèse. C'est assez prétentieux. Tout à fait, mais j'assume. Et donc on a osé, donc on a reproduit en laboratoire d'abord cette molécule, puisque dans certains cas on travaille avec les vrais extraits naturels qu'on arrive à obtenir par des collègues qui vont faire la collecte des éponges et qui extraient les produits naturels. Et dans d'autres, on travaille de manière décorrélée avec ces chimistes des produits naturels. Et donc on commence par reproduire par synthèse chimique au laboratoire donc ces produits naturels. Et une fois qu'on en possède la synthèse du produit naturel, eh bien on peut commencer à faire varier sa structure, et ça en étroite collaboration avec des biologistes. Et donc ce programme de recherche que l'on a mené avec un laboratoire de chimie, le laboratoire de chimie de coordination, et l'Institut de pharmacologie et de biologie structurale à Toulouse, dans un réseau de collaboration, nous a permis, par quelques simples modifications chimiques, d'augmenter par un facteur 1000 la capacité de ces molécules à tuer les cellules cancéreuses. 1000, oui. C'est énorme, oui. Et oui, c'est surtout le niveau d'activité. Donc nous, on traduit ça en concentration nécessaire pour obtenir donc 50% d'activité. Donc et de l'ordre de ce qu'on appelle, nous, le nanomolaire, c'est-à-dire sont des concentrations en fait très très faibles. Si on les ramène à la simplicité de la structure, les produits naturels issus du milieu biologique et du milieu marin sont en général extrêmement complexes, et les molécules sur lesquelles on travaille sont finalement relativement simples, ce qui est un atout lorsqu'on veut en étudier la structure. Et donc, non content d'avoir augmenté le potentiel anticancéreux de ces molécules, on a fait des avancées très significatives sur l'élucidation de leur mécanisme d'action, qui est absolument fascinant et tout à fait innovant. Et c'est en fait notre créneau de recherche. Donc on travaille en amont, on explore en fait la diversité de l'espace chimique pour essayer d'identifier de nouveaux archétypes structuraux, de manière à ce que la recherche en chimie, qui plus tard donnera de la chimie thérapeutique, comme M. Meyer va nous présenter, puisse s'inspirer de structures innovantes finalement, et surtout de modes d'action innovantes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de tuer les cellules cancéreuses, mais il faut les tuer d'une manière originale pour développer de nouveaux médicaments, nouveaux au sens nouvelles structures et nouveaux modes d'action. Merci. Monsieur Meyer, je vais vous passer le micro tout de suite, parce que donc vous travaillez sur des enzymes qui ont un nom, vous allez tout nous raconter, et vous avez pas mal de retombées dans des domaines très, très différents, puisque j'avais vu la mucoviscidose, la maladie d'Alzheimer, la polykystose rénale, voilà, si j'ai bonne mémoire. Donc racontez-nous un petit peu vos travaux à partir de produits marins. Donc, je travaille sur une famille de protéines, d'enzymes qui s'appellent les kinases. C'est facile à retenir, nase, kinase. Alors c'est une famille d'enzymes qui contrôle la phosphorylation des protéines. C'est un joli mot ça, mais ça veut dire quoi? C'est très simple aussi, c'est qu'il y a des phosphates qui sont greffés sur les protéines et elles changent de propriété. Et c'est le mécanisme utilisé par tous les organismes, toutes les cellules, pour contrôler l'essentiel des fonctions physiologiques. Alors, c'est pas un débat sur les kinases, mais si vous voulez, on peut. Non. Sur les kinases. Ah non. Donnez-nous une retombée. Juste pour vous donner l'importance, pour montrer l'importance de ces kinases, c'est très simple. Vous allez sur Google et vous tapez kinase plus Nobel, et vous allez voir qu'il y a 4 prix Nobel qui ont été donnés. 89, 92, 2000. On a peut-être le cinquième. Attendez. Mais c'est assez unique en biologie que des prix Nobel soient attribués de nombreuses fois dans le même domaine. Et ça illustre bien l'importance de ces kinases. Pardon. Et donc, ces kinases sont impliquées dans l'essentiel des phénomènes physiologiques et en conséquence dans la plupart des pathologies. Et donc, l'industrie pharmaceutique s'est intéressée forcément à ce domaine et a fait de ces protéines kinases la cible majeure dans ses recherches de nouveaux médicaments. L'idée, c'était de ralentir, diminuer l'activité ou bloquer ou inhiber complètement l'activité de ces kinases et en espérant avoir un effet bénéfique au niveau des pathologies. Et en fait, ça s'est traduit de façon concrète, puisqu'il y a environ 35 produits qui sont maintenant commercialisés comme médicaments et qui sont des inhibiteurs de kinase. Et ce n'est pas un petit business, hein. Un produit qui marche, c'est à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires par an. 1 milliard, c'est le chiffre d'affaires de toute la pêche en France, toutes côtes confondues, pour avoir un peu une
Donc avec une molécule, vous voyez, donc c'est quelque chose d'assez majeur comme industrie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que des inhibiteurs de kinase, ce qu'il faut savoir, il y a 518 kinases chez l'homme, donc il y a vraiment de quoi travailler pour tout le monde. Et trouver des inhibiteurs, c'est relativement facile, mais trouver des inhibiteurs spécifiques, puissants, et qui ont toutes les propriétés pharmacologiques suffisantes ou nécessaires pour en faire un médicament, là c'est un parcours assez long. Et elles sont où vos sources, justement? Alors voilà, donc il faut déjà partir de molécules un petit peu au hasard, du criblage. On cherche un peu dans des collections de composés, on essaie de trouver des produits qui marchent. Et nous, on s'est intéressé en particulier aux molécules d'origine marine. La raison étant la suivante, c'est que la plupart des médicaments qu'on utilise actuellement sont en fait des dérivés, alors plus ou moins lointains, mais parfois assez proches, de substances naturelles, et de façon très générale, de substances naturelles terrestres, comme des champignons, des plantes, etc. Mais par contre, du côté marin, ça a été assez peu exploré, même s'il y a plus de 25 000 molécules qui ont été décrites. C'est très peu par rapport à ce qui est connu sur le reste de la planète. Et donc, on s'est appuyé sur ces molécules et on a identifié 2-3 produits sur lesquels on fait de la chimie médicinale. C'est-à-dire qu'on fait une sorte de plagiat moléculaire. On regarde la structure de la molécule et puis on change un petit peu la décoration, on change un atome à droite, à gauche, pour essayer de l'améliorer et améliorer dans nos objectifs. Petit à petit, on arrive à un candidat médicament. Alors actuellement, on a 2 produits en développement. Il y en a un qui est assez avancé en clinique, qui s'appelle la roscovitine, puisqu'elle vient de Roscoff. Vous regardez sur Google, le petit village du Nord Finistère. Petit village gaulois. Donc qui est en développement clinique, puisqu'on vient de finir une phase 2A sur la mucoviscidose. Elle vient d'où, cette petite... Alors ça, c'est un peu compliqué. C'est une purine, c'est une molécule complètement synthétique qu'on a en fait identifiée grâce à une enzyme, une kinase, qu'on purifiait à partir d'ovocytes d'étoiles de mer. Donc c'est un peu indirect, mais sans cette kinase d'étoiles de mer, je crois qu'on ne l'aurait pas trouvé si facilement. Et le deuxième exemple, alors là, c'est une molécule qui s'appelle l'eucétine, qui est inspirée d'une molécule d'origine marine. C'est une éponge du Pacifique, que j'ai jamais vue en fait, mais qui fabrique un produit qui s'appelle l'eucétamine B. Alors Dieu sait pourquoi, j'aimerais bien le savoir aussi. Mais elle fabrique cette molécule. On a découvert ce produit. Et on s'est inspiré, on a fait plein de dérivés, plus de 500 dérivés, et on l'étudie en espérant faire un candidat médicament qu'on va emmener en clinique prochainement, j'espère, peut-être l'année prochaine, pour étudier les effets sur les déficits cognitifs associés à la trisomie 21 et à la maladie d'Alzheimer. 2 maladies qui sont beaucoup plus liées qu'on le pense. Vous avez 2 minutes pour que je vous dise pourquoi ? Oui, bien sûr, c'est intéressant. Ça vous intéresse ? Et oui, ça m'intéresse. C'est bien. Alors, c'est très simple. La trisomie 21, c'est 3 chromosomes 21. Et sur le chromosome 21, vous avez à peu près 250 gènes. Parmi ces 250 gènes, vous avez 3 gènes qui sont impliqués dans la maladie d'Alzheimer. Pour les spécialistes, amyloïde précurseur protéine. C'est une mauvaise nouvelle. Et puis, une kinase qui s'appelle DYRK1A. Et cette kinase, elle est impliquée dans les déficits d'apprentissage et de mémorisation, en particulier mémoire dans l'espace. Et donc pour nous, la trisomie, les trisomiques, et on peut faire des souris trisomiques également, eh bien, ce sont des modèles pour aborder les déficits associés à la maladie d'Alzheimer, dans lesquels on voit également une augmentation de cette kinase DYRK1A. Donc vous voyez, les trisomiques apportent quelque chose finalement à la maladie d'Alzheimer. C'est malgré eux, c'est pas leur choix évidemment. Mais vous voyez c'est un exemple aussi qui montre que parfois vous étudiez une pathologie et puis vous basculez dans une autre. Donc ça nous est arrivé de nombreuses fois. Toutes les hypothèses en général sont fausses, mais ça vous stimule suffisamment pour travailler et tester votre hypothèse qui est fausse, et vous trouvez autre chose, et puis vous rebondissez avec une nouvelle hypothèse en général fausse, mais un peu moins, etc. Et voilà, donc on espère développer un produit qui corrige ces déficits. Alors là, sur les modèles souris trisomiques ou les modèles souris Alzheimer, là ça marche très bien, on a trois exemples dans chaque, trisomie et Alzheimer. Et là, vraiment, les souris ont un comportement corrigé. Et pour vous dire l'importance de cette kinase DYRK1A, vous prenez une souris tout à fait normale et vous lui ajoutez, non pas un chromosome 21 complet, mais juste le gène, une copie du gène de la kinase DYRK1A, eh bien, elle a un déficit d'apprentissage.
Donc la quantité de protéines est multipliée par 1,5 pour une protéine. C'est vraiment pas grand-chose. Eh bien, c'est suffisant pour avoir ces problèmes de mémoire qu'on corrige avec cette molécule. Et je vais terminer, je peux dire encore un petit truc. Encore un petit truc, mais vous aurez le temps de reprendre la parole après. Hein. Ah, mais je l'ai, je ne lâche plus. Non, juste pour vous dire, moi j'ai passé 30 ans au CNRS, ce que vous pouvez voir d'après mes cheveux blancs, et après j'ai fondé une petite société de biotechnologie. Et moi je pense qu'il faut encourager les gens, en particulier les jeunes et les étudiants, à se tourner vers la biotech et les petites sociétés, parce que c'est là qu'il y a de l'argent pour travailler. Malheureusement, et vraiment je regrette beaucoup, mais les grands centres de recherche type CNRS universitaire, je pense que leur avenir est très sombre en termes de recrutement et en termes de financement. Parce qu'une fois que vous êtes recruté, vous n'avez toujours pas beaucoup de financement. Donc malheureusement, plutôt heureusement, il y a d'autres possibilités qu'il faut vraiment explorer. On répondra peut-être à des questions à ce sujet-là. Je me tourne vers notre quatrième intervenante. Alors vous êtes, on va dire, une esclavagiste des temps modernes, des bactéries des profondeurs. Est-ce qu'on pourrait voir, on a une toute petite vidéo pour voir les magnifiques bactéries des profondeurs chaudes sur lesquelles travaille Sylvia. Donc je parle sur les images. Oui, si on a les images, ça serait bien. Pour l'instant, on ne les a pas. Donc nous... Si, d'accord. À l'Ifremer, on a isolé des bactéries qui viennent des abysses, du grand fond, des grands fonds marins, car l'Ifremer a... Plus près du micro. Si, parce que l'Ifremer a son petit sous-marin, le Nautil, le petit sous-marin jaune qu'on va peut-être voir, et il a des petits bras et il peut prélever à moins 3000, moins 6000 mètres des échantillons. Donc, on a prélevé plein d'échantillons. On s'est rendu compte que dans ces fonds marins, en fait, il y avait des îlots de vie, une vie abondante des animaux. Et aussi, ces animaux vivaient en symbiose avec des bactéries. Et ces bactéries les protègent, les aident à vivre dans cet environnement extrême. Et donc, nous avons ramené ces bactéries des grands fonds au laboratoire. L'Ifremer a une souchothèque unique au monde de bactéries qui viennent de ces grands fonds. Et moi, je suis une polysaccharidique maniaque. Enfin, oui, c'est une jolie définition. Oui. Et donc, j'ai recherché avec mes collègues dans cette collection des bactéries qui pouvaient produire des polysaccharides. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi elles cherchaient des polysaccharides? Et puis, à quoi ça sert? Voilà. Alors en fait, vous êtes fait de polysaccharides, vos tissus, vos cellules, elles sont entourées de polysaccharides et les polysaccharides protègent vos cellules. Et c'est grâce aux polysaccharides, entre autres, que votre tissu, vos cellules fonctionnent bien. Et on sait que lors d'une dégradation de tissu, une perte de tissu, hier soir il y avait un film sur la conquête de l'espace, il parlait des astronautes qui avaient des pertes osseuses. Donc, des fois, il faut reconstruire le tissu, rapporter des cellules pour reconstituer l'os, reconstituer la peau. Et donc, en fait, ces polysaccharides peuvent aider les cellules à se multiplier, à se différencier et avoir les bonnes fonctions pour reconstruire un tissu fonctionnel et qui sera bien structuré. Mais c'est un tissu qui sera greffé chez l'homme ultérieurement. Le but, c'est quoi le but ultime? Oui, alors l'idée, grâce à l'ingénierie tissulaire qui se développe beaucoup, c'est au laboratoire, on vous prend vos cellules adultes. Alors vous allez me dire, si j'ai une perte osseuse, on va pas me prélever encore mes cellules osseuses. Alors on vous prend des cellules souches dans le tissu adipeux. Donc souvent, peut-être qu'ils ont aussi des pertes de poids, les astronautes, mais quand même, il reste toujours du tissu adipeux, de la graisse. Et dans la graisse, vous avez des cellules souches. Et on peut cultiver en laboratoire maintenant ces cellules souches, leur donner le bon cocktail. Et donc, il faut des polysaccharides dans ce bon cocktail parce qu'ils vont protéger, amplifier les effets des médiateurs chimiques et la communication entre cellules et donc favoriser la multiplication du tissu et vers un type cellulaire. À partir d'une cellule souche, on peut vous faire une cellule de peau, on peut faire une cellule de cartilage, une cellule de gencive et une cellule osseuse. Donc, on peut reconstruire plusieurs tissus comme ça à partir de cellules souches
de votre graisse. Alors, il y a un mot que vous ne voulez pas qu'on prononce d'emblée pour ne pas limiter votre exposé à ça. C'est le mot que nous connaissons, nous, en tout cas, les femmes. Ben oui, l'acide hyaluronique. C'est une substance, c'est donc un polysaccharide. Alors, c'est un polysaccharide. Il fait partie des glycosaminoglycanes. Alors, Oui, ça, c'est c'est un gros pas un mot, ça. gag, mais on les appelle les gags. Voilà. Et nous, on essaie de faire des gags mimétiques, donc des polysaccharides qui ressemblent à l'acide hyaluronique ou aux autres gags. Et en fait, l'acide hyaluronique, il est beaucoup dans votre peau, dans le cartilage, et c'est lui, on en met dans les crèmes, parce que quand on vieillit, on a une perte d'acide hyaluronique, et la peau se détend, se fripe, et c'est quand même l'acide hyaluronique qui donne l'élasticité, et aussi qui hydrate, parce que c'est des molécules très hydrophiles. On a parlé de lipides qui sont hydrophobes, mais alors les polysaccharides, ils adorent l'eau, donc c'est des éponges, peut dire, et ils forment même des gels. Ils peuvent former des gels parce que ce sont des macromolécules. Et ce qui est passionnant dans ces molécules, c'est que selon leur taille, parce que c'est des mélanges de molécules, en fait, on parle de chaînes polysaccharidiques, et selon leur taille, elles vont avoir des cibles, des effets différents. Alors, si vous voulez, alors dans les crèmes, on vous le dit des fois, qu'il y a de l'acide hyaluronique de haute masse, enfin, donc macromoléculaire. Donc si on veut garder de l'eau, on va utiliser, hydrater la peau, on va utiliser cette taille d'acide hyaluronique. Par contre, si on veut un effet où il va un peu rebooster, faire une nouvelle synthèse de collagène par vos cellules de la peau, là on va prendre des acides hyaluroniques de plus petite taille. Donc, on vous vend des acides hyaluroniques de différentes tailles dans les crèmes cosmétiques. Donc, comme vous pouvez le constater, la mer est quand même une source d'inspiration. On n'utilise pas directement les produits de la mer. C'est un message que vous vouliez souligner tous. Peut-être quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus sur l'inspiration et pas l'usage direct. Enfin, moi, je voulais dire quand même que c'était l'usage direct. Hein. Oui, nous, on produit des polysaccharides qui ressemblent et on les utilise tels quels. Enfin, on les modifie un peu. C'est un petit peu modifié seulement. On ne les resynthétise pas. D'accord, d'accord. Je pense que cette notion est importante dans un contexte où effectivement on peut penser qu'il y a une diminution de toutes les ressources marines en général, que donc on n'est pas là pour épuiser effectivement les ressources marines. Pillez pas la mer. Et la bioaspiration effectivement apporte une nouvelle façon de découvrir effectivement et d'utiliser des propriétés du monde marin. Donc c'est ce que permettent aujourd'hui ce qu'on appelle les biotechnologies, d'utiliser effectivement des technologies où on va se servir des organismes vivants pour produire. Donc c'est vrai qu'en plus c'est très complémentaire de ce que fait la chimie. Aujourd'hui, on combine souvent une réaction effectivement qui va être contrôlée par une bactérie avec la chimie. Et il y a notamment pas mal d'anticancéreux aujourd'hui qui sont produits par ces possibilités-là. Beaucoup de molécules marines très très complexes sont impossibles à produire sans l'aide des bactéries en fait, qui vont maîtriser une ou deux étapes ou quelques-unes dans la synthèse du produit. Donc effectivement, cette chimie ou bio-inspirée, elle est essentielle et c'est celle qui permet le plus de développement et surtout la perspective d'utiliser ça de manière durable dans le futur. Oui, absolument. Je voudrais rebondir là-dessus sur, sans mauvais jeu de mots, l'importance de ce travail de fond, approfondir les connaissances sur l'énorme diversité que le vivant, au cours de plusieurs milliards d'années, a réussi à produire sous la pression de l'évolution. Et donc, préserver la biodiversité, quelque chose d'extrêmement important, et prendre le temps de l'étudier, ne pas négliger donc ces sources d'inspiration naturelle et qui nous viennent en partie du milieu marin pour justement effectivement s'en inspirer. Donc nous, c'est une inspiration intellectuelle à partir de cette base de connaissances qui a été produite par les chimistes des produits naturels. Nous, on rebondit pour essayer d'aller plus loin et d'approfondir ces connaissances. Un petit mot de Laurent avant de prendre vos questions. Il y a une phrase de Jean Rostand qui résume tout, qui dit il faut protéger l'inconnu pour des raisons inconnues. C'est joli. C'est assez joli, mais c'est vraiment le cas. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons de ne pas prélever des organismes marins pour en faire des médicaments directement. La première, c'est les quantités nécessaires. Vous allez faire disparaître l'espèce pour avoir quelques kilos de produits. La deuxième raison, c'est que, en général, on modifie la molécule. Donc il faudrait déjà refaire de la chimie par-dessus. Et la troisième raison, c'est qu'on est... c'est pas une molécule pure. Vous avez
prélever des organismes, il faut purifier la molécule qui vous intéresse. Donc ça, c'est un grand processus. Et il faut se débarrasser d'un grand nombre d'impuretés. Et les exigences pharmaceutiques sont très importantes. Donc la pureté des produits, vous pouvez l'atteindre réellement que par la synthèse directe. Voilà. On va prendre vos questions maintenant. Qui se lance? Première question. Oui, madame au 3e rang. Il faut un micro. Oui. Ma question est sur les algues, sur la pollution et les algues, parce que les poissons sont pollués, nous dit-on. On ne peut plus en manger vraiment autant qu'on voudrait. Alors, les algues, qu'en est-il pour les algues? De manière générale, effectivement, tous les produits de la mer aujourd'hui sont contaminés par donc, notamment des métaux lourds, voire aussi des hydrocarbures polycycliques, donc issus effectivement des pollutions terrestres. Donc les algues n'accumulent pas plus de métaux lourds que d'autres organismes. Au contraire, notamment, plus on va monter dans la chaîne alimentaire, plus on va avoir des accumulations, et notamment l'exemple typique, c'est le thon, hein, donc, qui est vraiment très très chargé, notamment dans le taux de mercure parfois, etc. Qui est effectivement amené à des précautions sur sur la consommation de poissons, ne pas dépasser 3 repas avec du poisson par semaine. Dans les algues, on a aujourd'hui des normes pour commercialiser les algues qui sont plus drastiques que les normes pour les autres produits de la mer. C'est-à-dire les teneurs en métaux lourds dans les algues doivent être inférieures à ce qu'elles sont tolérées dans les crustacés ou autres. Donc c'est très très suivi. Ça, une façon aussi effectivement d'assurer qu'on produit des algues effectivement. Il se trouve qu'en Occident, c'est surtout des algues de récolte qu'on consomme. On ne va pas récolter dans des zones qui pourraient être polluées. Donc aujourd'hui, c'est très 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 surveillé. Il y a régulièrement des avis de l'Agence pour la santé qui donnent des directives justement très très sérieuses. Et c'est parfois un obstacle à l'utilisation de certaines algues. Il y a des lots d'algues qui sont refusés parce que il y a des teneurs dans certains composés. Alors, malheureusement, il y a des composés qui sont présents dans les algues de manière aussi naturelle. On peut citer l'arsenic. L'arsenic, il se trouve que c'est un élément qui est présent, bien sûr, partout dans l'eau de mer et qui peut être métabolisé, c'est-à-dire incorporé dans des lipides ou dans des sucres par les algues. Donc, en fait, une algue peut être très, très chargée en arsenic, mais sous forme d'arsenic qui est pas toxique parce qu'effectivement, il est prisonnier d'autres molécules. Mais par contre, donc, ça peut amener à refuser effectivement ces algues sur le marché. Mais comme les champignons, il y a des algues venimeuses? Il y a des algues toxiques comme les champignons? Non, il n'y a pas de grandes algues vénéneuses, justement. Et là, en fait, cette toxicité par les métaux lourds, elle est indirecte, puisque effectivement, c'est l'effet des métaux lourds qui sont accumulés par les algues qui peuvent les rendre qu'on pourrait consommer trop de métaux lourds et avoir des effets induits par ces métaux lourds. Il n'y a que certaines microalgues qui sont toxiques parce que pour survivre dans le plancton, elles ont développé des armes chimiques très très toxiques. Et donc, ça peut être des molécules paralysantes, ça peut être des molécules qui vont nous donner de la diarrhée, mais qui ont d'autres fonctions bien sûr. Mais c'est des microalgues qu'on ne consomme pas, mais qu'on peut retrouver indirectement dans les pêches, puisque par exemple, il y a des coquillages qui peuvent être contaminés par ces algues-là et qui seront impropres à la commercialisation. Une autre question? Alors moi j'ai une question à vous tous, c'est que finalement il y a aussi pas mal de travaux qui sont faits sur les venins des animaux marins, hein, parce qu'ils sécrètent des toxines pour se défendre. J'ai vu qu'il y a pas mal de recherches sur ces venins-là, notamment dans la lutte contre la douleur. Est-ce que l'un de vous sait un petit peu Oui, Laurent, tu peux en parler aussi bien que moi. Donc, moi, je ne fais pas de recherche effectivement dans ce domaine-là, mais notamment en France, il y avait une équipe à Gif-sur-Yvette qui a été précurseur dans les travaux sur ces venins. Et un des premiers médicaments en fait venus de la mer était un antidouleur qui était donc une conotoxine qui vient d'un coquillage qui est un cône de Polynésie, et donc qu'on trouve en Polynésie et dans d'autres océans Indiens, et qui est très très puissant puisque ces mollusques se servent de ces venins pour tuer leurs proies, ou en tout cas les immobiliser pour les consommer. Et donc, il se trouve qu'utilisés à des doses correctes, ils agissent aussi sur sur la douleur. Ouais. Vous voulez ajouter quelque chose?
Évidemment, il y a une kinase qui contrôle la il douleur. en fallait bien une. Hein. Et on travaille aussi là-dessus, sur un inhibiteur de kinase impliqué dans la douleur. Donc on teste sur des souris, on leur met la patte sur un petit truc chaud, puis on mesure le temps de rétraction de la patte. Rétraction. D'accord. Est-ce qu'il y a une dernière question? Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à chacun de mes intervenants, on va commencer par Sylvia, c'est votre rêve pour les 10 prochaines années. Notre rêve. Votre rêve, à vous, dans vos travaux, dans 10 ans. Dans mes travaux. Oui, c'est que. Oui, parce que dans la vie générale. C'est que les polysaccharides de nos bactéries marines soient utilisés pour reconstruire des tissus. Et reconstruire les tissus, donc directement en bloc opératoire, par exemple. Oui. Donc on travaille avec des chercheurs de l'Université de Nantes et de l'INSERM. Et on espère que nos polysaccharides soient dans le milieu de culture ou incorporés à un biomatériau, parce qu'après ces cellules, il faut les réimplanter. Enfin, quand c'est de la peau, on ne réimplante pas, on peut l'appliquer directement. Mais quand c'est du cartilage ou de l'os, il faut réinjecter. Et donc, il y a toutes les recherches sur les biomatériaux. Donc, l'idéal, ce serait de faire un biomatériau constitué totalement de polysaccharides. Puisque, comme je vous disais, quand il est de haute masse, il peut faire des gels. Donc, un gel qui piège les cellules, dans lequel on met un polysaccharide bioactif qui est de plus petite taille. On vous réinjecte ça et vous reconstituez votre tissu, votre cartilage et votre os. Voilà. On vous donne rendez-vous dans 10 ans. C'est ça l'avenir. Yves. Alors, on va rester sur la même lignée. Notre rêve, c'est d'avoir suffisamment de relais pour développer toutes les innovations qui sont en train de voir le jour, hein, puisqu'on a découvert que ces molécules rentraient masquées finalement dans les cellules comme des grenades qui étaient dégoupillées par la propre cellule finalement, qui l'avait internalisé. Et donc il y a des mécanismes fins au niveau moléculaire qui sont extrêmement puissants derrière tout ça, et il y a un potentiel de développement énorme. Donc effectivement, notre rêve au niveau de l'équipe et de ce consortium de collaboration, c'est d'avoir les relais suffisants pour valoriser et développer toute l'innovation qu'on est en train de mettre à jour. Je suis sûre que vous allez me parler de kinase. Oui, là je suis imprégné, là j'ai plus le choix. Vu mon âge, j'ai plus le choix. Alors mon rêve pour ma petite société, 3 produits en clinique, et puis un produit sur le marché, efficace, hein, tout ça, ça doit être efficace. Et puis la création d'une deuxième boîte pour un nouveau sujet, prochainement. Donc vous reviendrez avant 10 ans alors? Ah oui, si vous m'invitez. Philippe. Oui. Donc moi, mon rêve, effectivement, c'est que finalement, sur cette question de mer et santé, on décloisonne complètement aussi le secteur. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qu'il faut penser, c'est la santé globale, c'est-à-dire sans un environnement sain, sans donc des organismes effectivement qu'on consomme qui puissent vivre sainement, l'homme ne pourra pas effectivement continuer à se développer en parfaite santé. Et donc, quelque part, il faut effectivement que la mer inspire donc, des solutions sur la Terre, dans tous les domaines, que ce soit donc, dans le domaine de la santé, là, qui était le domaine d'aujourd'hui, mais aussi dans le domaine de l'agriculture, avec un certain nombre d'alternatives à des produits chimiques là, toxiques qui sont utilisés massivement en agriculture, ou à des intrants aussi chimiques qui donc, ont des conséquences désastreuses sur l'environnement. On puisse trouver ces solutions-là. Donc, c'est vraiment mon rêve qu'effectivement nos recherches amènent à des nouveaux concepts effectivement industriels. Donc on a commencé, hein, donc il y a des entreprises pionnières avec qui on travaille, qui le font, et c'est vraiment mon rêve que ça génère une nouvelle économie effectivement, notamment dans toutes les zones côtières autour de l'Europe et dans le monde entier, et qu'on puisse vivre en bonne santé grâce aussi à tout ce qu'on aura apporté en termes de solutions pour que cette santé soit globale sur la Terre. Et il me reste à vous remercier et à vous souhaiter de bien protéger la mer, hein, et une bonne journée. Merci. Et effectivement,